Nous avons vu dans la première partie les techniques de peinture utilisées par les hommes et les femmes préhistoriques. Les témoignages artistiques antiques sont mieux conservés que ceux de la préhistoire, et ils sont plus nombreux. Est-ce que les techniques et les matériaux diffèrent de manière radicale entre la préhistoire et l'Antiquité? Eh bien, comme souvent, on constate des évolutions et non des révolutions brutales. On note des pratiques communes, comme l'utilisation de matériaux disponibles à proximité ou comme l'emploi de pigments minéraux. Prenons l'exemple de l'Égypte antique où les pigments sont essentiellement d'origine minérale et disponibles sur le territoire. La palette est limitée, notamment parce que le rôle de la peinture est de représenter les choses et les individus de manière efficiente, selon un canon établi. En effet, dans l'art égyptien antique, la peinture figurative doit posséder la force nécessaire en elle pour produire un effet réel. Aussi, certaines couleurs sont utilisées en fonction de ce qu'elles symbolisent, d'où cette palette limitée. Les peintres doivent être au plus près de cette efficience et utilisent surtout du noir, du bleu, du vert, du jaune, du rouge, du blanc et du brun. Le blanc peut être obtenu à partir de la cérusite naturelle ou du sulfate de calcium. Le noir est créé à partir du charbon de bois. L'oxyde de fer permettait d'obtenir du jaune et du rouge. Quant au vert, il provient de la malachite ou du mélange des pigments jaune et bleu. Parlons maintenant un peu du bleu en Égypte. Le bleu est une couleur très particulière. Elle symbolise le ciel, le Nil, la vie, l'éternité. Aussi, les artistes et artisans égyptiens utilisent différents bleus. Saviez-vous que les Égyptiens ont mis au point le premier pigment synthétisé au cours du 3e millénaire avant notre ère? C'est incroyable, n'est-ce pas? Ils ont nommé ce bleu très particulier resbedjerit, ce qui veut dire lapis-lazuli fabriqué. Ce pigment a pour but d'imiter le lapis-lazuli, une roche opaque de couleur bleue. Vous me direz alors, pourquoi créer un lapis-lazuli et ne pas utiliser le pigment naturel? Parce que le lapis-lazuli vient d'Afghanistan, il coûte très cher et la logistique pour le faire venir est complexe. Aussi, les Égyptiens ont privilégié le véritable lapis-lazuli pour la confection de bijoux. Comme la couleur bleue était très importante pour les Égyptiens, il a fallu trouver un substitut pour la peinture, d'où l'invention de ce pigment bleu. Les auteurs antiques Pline et Vitruve ont évoqué ce pigment fabriqué, mais leur description de la recette reste imprécise. Les recherches récentes en laboratoire ont démontré que ce pigment artificiel résultait de la cuisson d'un mélange de composés contenant de la silice, c'est-à-dire du sable, de calcium provenant des roches calcaires environnantes et de cuivre, le tout mélangé avec du natron. Le natron est un carbonate de sodium naturel contenant de la soude. Ce pigment artificiel bleu a connu un grand succès en Égypte et ailleurs. Il a été exporté à Rome, en Macédoine, mais aussi en Gaule romaine. On le nomme alors bleu d'Alexandrie. Il existe aussi un vert artificiel dont la teinte était très proche du turquoise. Son nom est Hemet, ce qui signifie poudre de glaçure verte. Les composants sont d'ailleurs les mêmes que ceux utilisés pour le bleu artificiel. La différence de couleur venant surtout de la température de cuisson, qui est moins élevée que celle du bleu d'Alexandrie. Concernant les supports, les Égyptiens ont peint sur différents matériaux, sur l'argile, sur papyrus, mais aussi sur le calcaire. Comme pour la peinture préhistorique, les parois sont des supports très utilisés, mais pas dans le même but. Dans l'Égypte antique, les supports pour lesquels on témoigne une grande importance sont ceux réservés à l'inhumation, c'est-à-dire les parois des tombeaux et le mobilier funéraire. Pour les Égyptiens, la vie après la mort est loin d'être une affaire anodine. Il s'agit d'une préoccupation majeure
partagé par toutes et tous. La vie terrestre prépare la vie dans l'au-delà. Cela comprend les rituels funéraires, mais aussi le lieu où le défunt réside après son décès, c'est-à-dire la tombe. Le défunt, si les rituels sont bien exécutés, continue sa vie dans l'au-delà. Aussi, les décors peints sont très importants. Ils représentent la vie quotidienne du défunt, avec tous les éléments nécessaires à son bien-être et à sa survie. Les Égyptiens peignent à sec, c'est-à-dire sur un support sec, avec des couleurs qui sont fixées à l'aide de liant. Avant de peindre sur les parois de la tombe, il faut d'abord revêtir la paroi d'une couche de stuc. La surface à peindre est ensuite définie pour laisser un espace pour les inscriptions hiéroglyphiques, dont l'efficience est tout aussi importante que la représentation des choses. Dans l'Égypte antique, les choses dessinées ou indiquées par l'écriture existent pour de vrai. Dire ou représenter les choses les font exister. L'espace recevant le décor était quadrillé en rouge, puis un dessinateur s'attache au dessin des figures avant de laisser sa place au peintre. Les peintres ont essentiellement pour fonction de préparer les couleurs, les pinceaux et tout le matériel. Les pigments sont délayés avec de l'eau, puis on ajoute un liant, c'est-à-dire la gomme d'acacia ou de la colle végétale, dont le rôle est d'assurer l'homogénéité du mélange. Les peintres utilisent des tiges ou des calames faits en roseau ou en jonc, auxquels on a parfois ajouté du crin de cheval, des cheveux ou diverses fibres pour peindre. Les Égyptiens peignaient par couches successives, d'abord les couleurs plus foncées, pour finir avec les plus claires. Les aplats de couleurs étaient très courants, sauf sous le règne d'Akhénaton où les dégradés sont utilisés à des fins esthétiques.